Bon, après avoir passé pas mal de temps à décortiquer la sphère privée, tout ce qui touche à l'indépendance, la proactivité, le fait de tenir ses propres promesses, ben, je crois qu'il est grand temps de franchir un nouveau cap. Absolument, ouais. On arrive à une étape charnière. C'est ça. On entre de plein pied dans la sphère publique, l'art d'interagir avec les autres, l'interdépendance, quoi. Et c'est un terrain miné pour beaucoup de gens, en fait. Ah, ça, tu l'as dit. Et justement, j'ai envie de commencer avec une anecdote qui m'a vraiment marquée. Imagine un instant le bureau d'un grand PDG, limite au bord de la crise de nerfs. Je vois le genre. Il fait venir un consultant payé une fortune et il vide complètement son sac. Il n'en peut plus de ses équipes. Il explique presque en suppliant qu'il refuse de coopérer, qu'il bosse en silo et que l'intelligence collective, ben, elle a totalement disparu de sa boîte. D'accord, la plainte classique du dirigeant. Exactement. Mais le détail qui tue, c'est ce qui se trouve sur le mur juste derrière son bureau. Il a placardé un immense tableau d'affichage. C'est une piste de course dessinée avec les photos de tous ses managers alignés sur la ligne de départ. Oh non, me dis pas que... Si. Et au bout de la piste, une photo de plage paradisiaque. Ce PDG offre un voyage aux Seychelles tout frais payé, mais uniquement à celui qui arrivera le premier. Ah oui, c'est... c'est juste génial de contradiction. Un seul et unique gagnant. Alors, d'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est fou. Ce qui est passionnant ici, c'est le paradoxe flagrant. C'est presque comique, s'il n'était pas aussi destructeur dans la vraie vie. Complètement destructeur, ouais. Alors ces équipes de s'entraider pour le bien de la boîte. Mais dans les faits, avec son tableau de course, il récompense la compétition la plus féroce imaginable. Il structure son environnement pour que la réussite de l'un signifie, mathématiquement parlant, l'échec de tous les autres. Exactement. Et c'est l'illustration parfaite du pouvoir de nos paradigmes, tu sais, nos modèles mentaux. On ne peut pas exiger de la coopération tout en récompensant la compétition. Ça ne marche tout simplement pas. Non, pas du tout. Le logiciel de base est corrompu. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous abordons les relations avec ce même logiciel, ce modèle hyper toxique dicté par la société, le fameux modèle gagnant-perdant. Ouais, le si je gagne, tu perds. Et c'est un conditionnement qui commence super tôt en fait. Ah mais, dès l'enfance. C'est le langage de l'autorité. Pensez un peu au système de notation à l'école, surtout qu'on s'est basé sur une courbe de Gauss. Ah, la fameuse cloche, oui. Voilà, la seule façon d'être perçu comme un bon élève, d'avoir un A, c'est qu'une majorité de la classe ait une note moyenne ou mauvaise. On nous apprend que la valeur est totalement relative en gros. C'est ça. Le sport de compétition renforce ça tous les week-ends. Le but ultime, c'est de dominer l'adversaire. Et même la justice. Deux parties s'affrontent, un juge tranche, il y a un vainqueur et un vaincu. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'on prend ce modèle, qui est pensé pour des arènes très spécifiques, et on le plaque sur toute notre vie sociale, familiale et professionnelle. Alors que ces domaines-là, ils exigent presque toujours de la coopération. Mais on voit bien que vivre constamment dans ce rapport de force, c'est épuisant. Et ce qui est fou, c'est que quand les gens fatiguent, ils ne se mettent pas magiquement à coopérer. Oh que non, souvent ils basculent dans l'extrême inverse. Ils lâchent l'affaire. Ouais, ils adoptent la posture du martyr. Et ça nous amène au deuxième modèle toxique, le perdant-gagnant. Le fameux chic type qui s'écrase. C'est exactement ça. C'est l'approche de la personne qui capitule pour acheter la paix sociale. Ils n'ont pas d'exigence, ils ont juste un besoin désespéré d'être acceptés. Ils se disent, vas-y, fais ce que tu veux, je perds tant que t'es content. Voilà. En apparence, ça ressemble à de la conciliation ou de la gentillesse. Mais psychologiquement, c'est un désastre. Parce qu'on a l'impression d'éteindre l'incendie sur le moment, mais on stocke des barils d'essence dans la cave. Le métaphore, oui. On ravale ses opinions, on étouffe sa frustration. Mais les sentiments enterrés vivants ne meurent jamais. Ils finissent par pourrir de l'intérieur. C'est ça, ils ressurgissent d'une manière beaucoup plus toxique. Ça crée une rancœur tenace, de l'agressivité passive, et même des maladies psychosomatiques. Genre des ulcères, le stress, la tension. Absolument. C'est un modèle de soumission qui détruit l'individu. Et par ricochet, ça détruit la relation qu'il essayait de sauver au départ. D'où ce fameux effet balancier qu'on voit chez certains managers ou même des parents. Ils encaissent, en mode perdant-gagnant pour être aimés, et un jour, boum. La cocotte minute explose. Voilà, ils pètent un plomb et redeviennent des tyrans en mode gagnant-perdant, avant de culpabiliser et de recommencer. Mais il y a un scénario encore plus sombre dont on doit parler. Le crash frontal. Oui, oui. Quand deux énormes égos, deux personnes programmées en gagnant-perdant, refusent de céder le moindre millimètre. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, on entre dans le paradigme perdant-perdant.
C'est l'obstination poussée jusqu'au suicide mutuel. L'autodestruction totale. Quand deux volontés très égocentriques s'affrontent à ce point, l'objectif n'est même plus de réussir. L'objectif, ça devient de faire mordre la poussière à l'autre, quel qu'en soit le prix. L'histoire du divorce est terrifiante là-dessus. Ah oui, l'anecdote du divorce houleux. Un juge ordonne la liquidation totale des biens du couple avec un partage à 50-50. Ouais, et le mari pète un câble. Il est tellement aveuglé par la haine, il refuse tellement que son ex-femme touche une part de sa fortune, qu'il décide de tout brader. Attends, il vend une voiture de collection de luxe pour quoi? 50 $? 50 $? Oui. Et il fait pareil avec le reste. Il se ruine volontairement, juste pour être sûr de ruiner l'autre en même temps. La vengeance à l'état pur. C'est effrayant, ça déconnecte complètement de toute rationalité. Complètement. C'est le summum du jeu perdant-perdant. Poser la question qui a gagné dans ce mariage, c'est absurde. C'est comme demander quelle aile de l'avion a gagné le vol. Si une aile se brise pour prouver sa supériorité, tout l'avion s'écrase. C'est d'une très bonne image. Donc, écraser l'autre ne marche pas. Se soumettre rend malade. Se détruire mutuellement est absurde. Et il reste quoi? Le compromis? Le compromis, c'est juste accepter que tout le monde perde un peu. C'est une forme molle du perdant-perdant au final. Ouais, c'est pas très réjouissant de se dire qu'on va couper la poire en deux et que personne ne sera content. Exactement. La seule véritable alternative durable, c'est la troisième voie. Le fameux gagnant-gagnant. Et attention, ce n'est pas juste une technique de négociation pour faire joli. Non. C'est un changement de philosophie. Ce n'est pas ta solution ou ma solution. C'est l'idée qu'ensemble, on peut inventer une troisième solution supérieure grâce à la synergie. Une solution qui satisfait vraiment les deux parties. D'accord, mais attends, arrêtons-nous là-dessus une seconde. C'est super beau en théorie cette synergie. Mais dans la vraie vie, il y a des moments où les intérêts sont juste incompatibles. C'est vrai, ça arrive. Par exemple, deux personnes veulent le même poste. On va pas inventer un poste de co-PDG par magie. Parfois, l'accord n'est tout simplement pas possible. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'il y a un filet de sécurité ultime dans ce modèle. C'est le concept du gagnant-gagnant ou tout ou rien, ce qu'on appelle le no deal en anglais. Ah, le fameux no deal. Si, après avoir vraiment cherché cette troisième voie, on voit qu'on ne trouve rien de mutuellement bénéfique, alors on choisit consciemment de ne pas s'engager. On ne fait pas affaire. Ça retire une pression dingue. Totalement. On se dit, OK, nos attentes sont incompatibles et c'est pas grave. Mieux vaut ne rien faire plutôt que de forcer un accord qui va créer de la méfiance ou de la rancœur. Ok, je comprends ça pour un fournisseur. Si le prix ne va pas, tu dis no deal et tu vas voir ailleurs. Mais on ne claque pas la porte de son mariage parce qu'on n'est pas d'accord sur la couleur du salon. Ah bah non, évidemment. Dans une relation continue, comme un mariage ou au boulot, le tout ou rien ne veut pas dire qu'on rompt la relation. Ouf, ça me rassure. Ça veut dire qu'on refuse de forcer une décision sur ce problème spécifique. Avec un conjoint, si on ne trouve pas de destination de vacances qui plaît vraiment aux deux, on préfère ne pas partir ou changer totalement de projet, plutôt que d'imposer un choix qui va rendre l'autre misérable. Je vois. On préserve la relation avant l'accord. Il y a cet exemple génial du client qui se sent roulé par son fournisseur. Oui, pourquoi il se sent roulé, Béliche? Parce qu'il avait négocié en pensant qu'il devait signer ce contrat. Il n'avait pas le filet de sécurité du no deal. Du coup, il a accepté un mauvais compromis et il l'a mauvaise. Voilà. S'il avait eu le tout ou rien en tête, il aurait prolongé la discussion ou dit poliment « on ne signe pas aujourd'hui, on retravaillera ensemble plus tard, quand nos intérêts seront alignés ». Il aurait perdu un contrat, mais sauvé la confiance. Mais alors, pour arriver à faire ça, pour oser dire on ne fait rien sans que notre ego panique, il faut une sacrée force intérieure. C'est pour ça que ce modèle public repose entièrement sur la victoire privée qu'on a vue avant. Il faut de l'intégrité et un caractère en béton. Ouais, il faut être bien ancré. Et le cœur de ce caractère, c'est ce qu'on appelle la maturité. Et ici, elle est définie de façon très précise. C'est l'équilibre parfait entre le courage et le respect. Le courage de s'affirmer et le respect d'écouter l'autre. C'est exactement ça. Si tu as du courage mais aucun respect, t'es un bulldozer, un gagnant-perdant. Et si tu as beaucoup de considération mais aucun courage, t'es un paillasson, le perdant-gagnant. T'as tout compris. Le gagnant-gagnant, ça demande d'être hyper courageux sur ses propres besoins, tout en étant profondément à l'écoute de ceux d'en face. Mais il y a un autre truc psychologique qui joue beaucoup là-dedans. C'est... Comment dire, cette petite voix mesquine qu'on a tous parfois. Ah oui, on voit de quoi tu parles. Tu sais, quand un ami réussit un truc génial, on sourit, on félicite, mais au fond, on a un petit pincement de jalousie.
On se sent un peu diminué. Pourquoi on réagit comme ça, Lucie? Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est le symptôme de la mentalité du rationnement. La croyance qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Exactement. C'est l'idée que le monde est un gâteau d'une taille fixe. Si ton ami prend une grosse part de gâteau, avec sa belle promotion, ton cerveau te hurle qu'il en reste moins pour toi. C'est de la pure paranoïa, au final. Oui, et c'est épuisant. Les gens coincés là-dedans ne peuvent pas partager le mérite ou le pouvoir. Ils s'entourent de gens dociles. Et le pire, c'est qu'ils se réjouissent secrètement des petits échecs des autres. Ah ouais, ça les rassure sur leurs propres valeurs. C'est triste, mais c'est très courant. L'antidote à ça, c'est la mentalité d'abondance. Mais l'abondance, c'est pas juste se dire tout est beau, tout est rose, si. Non, c'est la conviction rationnelle que par la collaboration, on peut agrandir la taille du gâteau. Les ressources de prestige, de succès, d'innovation, elles ne sont pas limitées. La réussite de l'autre ne vide pas mon propre compte en banque, hein. Voilà. Et sans cette mentalité, tes tentatives de faire du gagnant-gagnant auront l'air de la manipulation. Les gens sentent quand tu n'es pas sincère. Bon, alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour lundi matin au bureau? On passe comment de cette belle mentalité à la vraie vie, pour éviter que notre PDG du début fasse un beau discours avant de relancer sa course aux Seychelles? C'est là qu'on passe à l'action avec les accords de performance gagnant-gagnant, au lieu du micromanagement où tu dis aux gens comment faire chaque petit truc. Le fameux Yaka, Faucon ou fais ce que je te dis. Voilà. À la place, on se met d'accord sur les résultats attendus. On définit les objectifs, les règles, les ressources et surtout les critères d'évaluation ensemble. Ça me fait direct penser à l'exemple de la pelouse. Ah, l'enfant de 7 ans? Oui. C'est génial. Le père ne lui dit pas de passer la tondeuse 3 fois, puis de prendre le râteau. Il fixe l'objectif de résultat vert et propre. Et ils définissent ensemble ce que vert et propre veut dire visuellement. Du coup, l'enfant devient son propre patron. C'est lui qui évalue son boulot. S'il reste des déchets, c'est pas le père qui crie, c'est l'accord qui lui dit « c'est pas fini ». Le critère devient le patron. C'est un transfert de responsabilité massif. Ça marche aussi en entreprise. Rappelle-toi de ce programme de formation bancaire. Ah oui, celui qui durait 6 mois avec un micromanagement infernal. Oui, ils ont tout changé. Ils ont réuni les cadres en disant « Voici les compétences à acquérir, voici les critères d'évaluation, le matériel est là, à vous de jouer. Venez nous voir quand vous êtes prêts. » Ils ont lâché la méthode pour se concentrer sur le résultat. Et ça a marché, En 5 semaines. au lieu de 6 mois. Parce que l'énergie gaspillée à contrôler ou à résister au contrôle a été réinvestie dans l'apprentissage. C'est vertigineux la quantité d'énergie qu'on perd à se fliquer. Cela soulève une question fondamentale d'ailleurs. Les systèmes. Tu ne peux pas avoir ce genre de résultat si ton système de récompense encourage la compétition interne. C'est clair. Si les primes sont juste pour le top 10%, les gens vont s'entretuer, peu importe tes beaux discours sur la coopération. Les systèmes de rémunération, d'évaluation, tout doit s'aligner sur le gagnant-gagnant, sinon ça s'effondre. Donc, si on résume, la véritable influence et le vrai succès ne s'obtiennent pas aux dépens des autres, mais avec eux. C'est une vraie transformation des relations, pas juste une petite technique pour négocier son salaire. Je vous dirais même plus, j'aimerais laisser ceux qui nous écoutent avec cette réflexion. Et si votre plus grand obstacle au succès, ce n'était pas la crise ou la concurrence, mais juste votre propre croyance qu'il faut se protéger des autres? C'est puissant. La prochaine fois que vous avez un conflit, essayez ça. Au lieu de vous asseoir face à face pour vous combattre, prenez votre chaise, asseyez-vous du même côté de la table et combattez le problème ensemble. S'asseoir du même côté de la table, c'est l'image parfaite pour clôturer. Ça prépare totalement le terrain pour la prochaine étape de communication, la fameuse synergie. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.